Mesdames, Messieurs, bonjour, bon début de journée à vous qui êtes avec nous du côté du Québec, du côté du Canada. Bon début de cette 4e journée du Salon du Livre de l'Outaouais, 43e édition. Je m'appelle Hugues Baudouin-Dumouchel, c'est moi qui ai le plaisir de vous convier à cette rencontre avec notre invitée de la France, Caroline Dorca-Fenech. Bonjour Caroline. Bonjour Hugues. Merci beaucoup Et d'être bonjour avec tout nous. le monde. Alors, évidemment, en temps normal, c'est en personne qu'on aurait aimé vous recevoir. On espère que ce n'est que partie remise, que lors d'une édition ultérieure de notre salon, d'un autre salon, vous puissiez venir au Canada. Mais néanmoins, alors pour vous, c'est en plein cœur de l'après-midi parce que vous êtes bien sûr resté en France. Mais on va parler de votre roman, votre premier roman intitulé Rosa Dolorosa, publié aux éditions de La Martinière. Un roman dans lequel il y a un meurtre, il y a un coupable. Il y a une histoire d'amour aussi, mais attention, ce n'est pas un roman policier. Alors, qu'est-ce que c'est en fait? Comment on le décrirait, ce roman, Caroline Dorca-Fenech? C'est vrai que c'est pas un roman policier, vous avez raison de le souligner, même si bien sûr j'ai conscience du genre policier. Mais l'enquête est complètement hors champ, je dirais, on la suit pas du tout. Donc c'est un roman psychologique qui décrit un parcours intérieur, voilà, une intériorité. Je dirais ça si je devais le décrire, qui décrit un monde de sensations et d'émotions d'un personnage face à un événement dramatique qui se passe. Oui, oui. Tout à fait tragique, en fait, parce que c'est ça, il y a un enquêteur, mais comme vous dites, qui n'est vraiment pas à l'avant-plan. Celle qui tente de mener l'enquête, en fait, c'est le personnage éponyme, Rosa, qui est la mère de Lino. Lino qui est accusé justement du meurtre d'un jeune garçon, et c'est elle qui va tenter de mener l'enquête dans le but d'innocenter son fils. Mais encore là, comme vous dites, c'est pas autant un polar que vraiment, on est dans l'émotion, on est dans le parcours, le combat de cette mère pour faire innocenter son fils. Rosa et Lino, une relation particulière. Comment vous qualifieriez la relation de ces deux personnages? Alors, c'est vrai que tout est centré sur leur relation. Donc Rosa, c'est une femme qui a une quarantaine d'années et qui a eu son fils très jeune. Elle l'a eu à peu près à 19 ans. Et très vite, elle s'est retrouvée à l'élever seule parce que elle a quitté un mari dont on comprend en filigrane qu'il était sans doute très violent avec elle. Et donc, elle a élevé seule cet enfant qu'elle aime d'un amour absolu. Donc ils ont une relation comme ça qui est fusionnelle. Ils ont vécu presque comme, je dirais, comme un couple, parce que Rosa est une femme qui est très méditerranéenne dans sa caractérisation. Elle est italienne. L'action se passe à Nice, sur la Côte d'Azur, et donc elle est quand même assez excessive comme femme, même si elle a bien sûr beaucoup de nuances, beaucoup d'autres nuances. Donc oui, je qualifierais cette relation de sans doute fusionnelle et un petit peu excessive. Évidemment, le titre fait référence à la Mater Dolorosa, la douleur de la mère. Dans le fond, c'est un livre sur la douleur de cette mère, justement. Oui, c'est ça. C'est le poème, le Stabat Mater Dolorosa. Oui, me touche beaucoup, m'a toujours beaucoup touché, parce que c'est une vision très empathique de la douleur de Marie, de la mère de Jésus. Donc moi, je suis pas croyante personnellement, mais cette figure-là m'a toujours beaucoup marquée, m'a toujours extrêmement touchée. Et donc c'est vrai que le livre, c'est aussi une variation autour de ce thème-là, de la douleur d'une mère qui assiste au supplice de son fils. Alors le paradoxe, c'est qu'ici on n'est pas du tout avec des personnages qui sont divins et positifs, puisque le fils n'a rien d'un être bon, c'est plutôt même l'inverse, c'est une monstruosité. Mais du coup, ça crée une tension et un paradoxe que j'avais envie d'explorer. C'est-à-dire que j'avais envie d'explorer cet amour-là. C'est-à-dire que l'amour de Marie pour Jésus est plein de bonté. C'est-à-dire qu'il y a la bonté de tous les côtés, je veux dire, est évidente. On sait où se situe le bien et le mal. Il n'y a pas il n'y a aucune ambiguïté. Voilà. Et moi, j'avais envie justement d'explorer toutes les ambiguïtés. C'est-à-dire que même un être qui pourrait être qualifié de monstrueux ou d'horrible
suscite aussi un amour maternel. Même les monstres ont des mères, finalement. Ils ont tous Oui. été des petits garçons, bon, des petites filles, le cas échéant, et puis Mm. Hmm. Quand Oui, c'est on ça. parle de douleur, je fais référence à la douleur de la mère, mais il y a aussi cette douleur physique qui l'habite aussi. En fait, et on commence le roman avec ça. Il y a cette tache qui apparaît sur la jambe, et puis bon, plus le roman avance, plus la tache semble prendre de l'importance, plus les jambes semblent être douloureuses. Qu'est-ce que ça représente tout ça? Alors, il y a plusieurs façons de répondre à votre question. Il y a une façon intime qui est que cette maladie qui est là, qui est une maladie veineuse, est une maladie que ma propre mère a eue, que j'ai pu observer de près D'accord. et que j'ai pu aussi analyser comme étant une maladie qui révélait des symptômes psychologiques, que c'était une maladie psychosomatique. Et il y a d'ailleurs un essai d'une psychanalyste qui s'appelle Miller, qui s'appelle Notre corps ne ment jamais, qui m'a beaucoup impressionnée et qui m'a aussi beaucoup influencée dans l'écriture. Donc c'est vrai que le livre s'ouvre sur cette tache qui est apparue sur le corps de Rosa, sur sa jambe, qui est une espèce d'explosion veineuse et qui va grandir, s'étendre au fil du livre, au fur et à mesure de son parcours psychologique. C'est un roman qui parle beaucoup de déni, on l'a pas dit. Donc Rosa, quand elle apprend que son fils est accusé d'avoir commis un meurtre abominable, elle refuse complètement d'y croire. Et il y a toute une phase de déni. La tâche grandit au fur et à mesure où inconsciemment finalement elle se rapproche de la vérité de l'horreur. Et c'est comme un petit peu comme si son corps connaissait la vérité avant elle, finalement. Il a un temps d'avance sur sa conscience. Tout à fait. Donc c'est Parce que comme Rosa, ça. comme vous dites, elle veut innocenter son fils. Elle ne croit pas à sa culpabilité, Oui. justement. Et elle est appuyée par son amant, Marc, qui lui l'appuie, bien sûr, sans réserve, qui va étaler l'argent pour payer une avocate, tout ça, pour tenter de faire libérer Lino, qui lui est en prison là, pendant que l'enquête se poursuit. Et Marc, lui, bien sûr, il appuie Rosa, mais il ne vit pas dans le déni autant qu'elle, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Est beaucoup Ah oui, plus, non. comment je dirais, rationnel par rapport à ça, avec les tensions que ça peut Oui, supposer. voilà. Oui, oui, il est très rationnel. Alors lui, c'est vrai qu'il marche un petit peu sur des œufs parce que donc il y a quand même une histoire d'amour qui est très forte et très belle entre Rosa et Marc, qui est un homme qu'elle a rencontré un an auparavant, un an avant le drame. Donc Ouais. ils sont tous les deux ils sont un peu des commerçants, ils sont tous les deux des gens de la nuit. Donc lui, il a une boîte de nuit, elle a un restaurant, ils se sont rencontrés comme ça. Enfin aussi, et ils ont aussi ce projet commun parce que lui, il fait partie aussi du projet de monter au hôtel, donc ils ont aussi un projet, donc ils ont beaucoup de choses en commun et un amour très fort, très beau et très pur, sans doute. Et donc c'est vrai que lui il marche un petit peu sur des œufs parce que il se range du côté de son amour, il se range du côté de Rosa qu'il a envie de soutenir et en même temps bon il ose pas trop la contredire, il marche sur des œufs quoi. Ouais, tout à fait. J'ai lu que ça avait pris 10 ans avant que vous ne fassiez paraître ce texte, 10 ans pendant lesquels ce roman vous a habité. Pour reprendre un terme à la maternité, c'était une longue gestation. Alors, à chaque fois qu'on me parle de ça, je trouve cette durée absolument monstrueuse En quatrième de et couverture, c'est pour absurde. ça que tout le monde vous pose la question. Oui, oui, non, mais c'est pour ça, exactement. Euh, Disons que oui, à partir du moment où j'ai eu vraiment le choc, l'impulsion, la nécessité de l'écrire, il s'est passé effectivement beaucoup d'années. J'ai beaucoup écrit, réécrit, et la grande j'avais une obsession sur cette histoire. Si vous voulez, l'écriture m'a vraiment permis d'explorer en fait les questions que me posait cette femme, ce rapport d'amour, ces confusions entre le bien et le mal, ces tensions morales. Et ça m'a pris beaucoup de temps d'explorer ça, de déblayer ça.
d'avoir la juste distance, parce que on est quand même du côté, voilà, c'est pas clair, si vous voulez. Si vous écrivez un roman, un polar, où vous savez clairement qui est la victime, qui est le bourreau, vous voyez, les frontières entre bien et mal sont clairement établies. Bon, Mhm. là, c'était beaucoup plus confus, enfin, vous voyez. Et donc, voilà, il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour avoir la bonne distance. Voilà, et puis à cela s'ajoutent sans doute aussi d'autres barrières psychologiques. Il a fallu aussi, moi, que j'accepte, que je me donne l'autorisation aussi de publier ce livre. Ça, c'était un aspect important. Que vous Que je donniez comprends. l'autorisation. Pourquoi ne la ressentiez-vous pas, ne l'aviez-vous pas a priori, cette autorisation? Euh, on a l'impression que je vais m'allonger sur un divan de psychanalyste pour vous expliquer tout ça, mais Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans les détails néanmoins. non, oh. Ouais, disons que pour faire simple, Oui. pour faire très très simple, quand le livre est sorti, mon père venait de mourir et je pense que je n'aurais pas pu l'éditer de son vivant. Ah bon? Voilà. Oui. Parce que l'impulsion, l'idée de cette mère, tout ça, ça vient d'une histoire que vous avez connue, là, quelqu'un qui était relativement près de vous, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Je me suis nourrie d'une histoire qui a touché notre famille, hein, d'un fait divers familial. Euh, Voilà, enfin bon, donc des proches ont été clairement victimes, hein, d'un agresseur qui vivait avec sa mère comme mes personnages, hein, qui étaient un petit peu, ils sont un petit peu jumeaux, hein, donc Hmm. un agresseur qui vivait avec sa mère jusqu'à l'âge adulte, même jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, il vit encore, même il est à la retraite, mais il vit encore avec sa vieille mère. Et quand on a confronté cette femme au crime que son fils avait commis, elle a eu effectivement une parole qui a complètement, euh, qui m'a donné l'impulsion en tout cas d'écrire ce roman. Donc, Hmm. ce qu'elle a dit, c'est que quand elle a dit quelque chose, elle a dit, de toute façon, mon fils n'ira pas en prison. Je préfère le tuer et me tuer plutôt qu'il aille en prison. Ça effectivement, ça a tout déclenché. Donc ça a déclenché à la fois une envie d'écrire, c'est-à-dire à la fois d'explorer cette histoire d'un point de vue aussi mythologique, Hmm. littéraire. Hein, on a parlé tout à l'heure de la Mater Dolorosa, c'est-à-dire j'avais envie d'inscrire cette histoire aussi dans une histoire, hein, je dirais mythologique, littéraire, enfin, Oui. universelle. Voilà. Et effectivement, ça touchait ma famille au niveau intime. Bien voilà, tout ça se mélange Hmm. et crée parfois des blocages. Oh. Donc, on peut comprendre effectivement que ça ait pris 10 ans. Non, c'est pas nécessairement 10 ans d'écriture tous les jours. Là, je comprends qu'il y a eu des périodes où il y en avait plus, il y en avait moins. Euh, Bien sûr. Comment vous avez su que le roman était parachevé? À quel moment on se dit, après 10 ans, après avoir travaillé une histoire qui nous a, elle, travaillé, on se dit, bon, je change plus de virgule, je ne change plus de point. Enfin, on peut toujours en changer quelques-unes après avec l'éditeur, mais que, bon, là, c'est Mm. fini, j'envoie ça à l'éditeur parce que le roman, il est là où je veux qu'il soit. Comment qu'on décide? Comment qu'on détermine? Euh, oui, c'était pas évident. Euh, Déjà, il faut que ça se termine, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une fin, il faut avoir une conscience des limites. Avoir cette conscience-là est pas toujours évidente. Eh bien, je dirais que j'ai écrit un petit peu jusqu'à épuisement, c'est-à-dire jusqu'à ce que je me dise là, je peux pas faire mieux que ça, je peux pas écrire plus que ça. Hmm. Puis au fil du temps, vous dites que bon, le livre a certainement évolué. Est-ce que vous aviez un plan défini a priori, un plan d'écriture, ou comment le livre a-t-il évolué? Il y avait, il y avait des choses qui étaient définies tout de suite. Par exemple, je savais tout de suite que je serais du point de vue de la mère et D'accord. qu'il y aurait ce point de vue exclusif. Voilà. Donc, ce qui peut perturber parfois, c'est qu'effectivement, on ne va pas ailleurs que dans son regard. Même si le livre est écrit à la troisième personne, c'est pas un livre écrit à la première personne. Donc, on est à la troisième personne, un petit peu, qui est l'énonciation des contes et des mythes, hein. Mais on est dans un roman focalisé sur un seul point de vue. Donc ça, je le savais. Je savais qu'il allait avoir
ce crime, cette confrontation, etc. En revanche, sur la fin, par exemple, j'ai beaucoup lutté, c'est-à-dire que j'avais un Ah oui. horizon de fin. Oui, j'avais un horizon de fin, mais plus je travaillais mes personnages, plus ils étaient là. Ils se sont mis à exister vraiment. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous avez l'impression d'être fou parce que vous avez l'impression que vos personnages existent vraiment, quoi. Enfin, J'imagine, oui, tout à et fait. voilà. Et donc c'était devenu, bon, je veux pas révéler la fin, mais la fin, Non. j'ai beaucoup lutté, voilà. Mais disons que j'ai beaucoup lutté pour les sauver complètement, en fait. Mhm. Voilà. Parler des Il y a eu, personnages, et ça c'est intéressant, puis on y a fait allusion un petit peu plus tôt. Ce sont des gens, bon, écoutez, effectivement, ce sont des humains, hein, avec tous leurs travers, tous leurs bons côtés aussi. On l'a dit, même les monstres ont été des petits garçons, ont des mères. Comment vous avez réussi, enfin selon moi c'est tout à fait réussi, mais comment vous avez réussi justement à esquisser des personnages si humains? Ça aussi, ça alors, vous nécessite voyez, du travail sans doute. voilà, ça c'était pas évident parce que vous voyez le personnage du fils, quand même au début, il était très détestable. Enfin, je veux dire, c'était très très difficile pour moi d'aller dans ce personnage. C'était Mm. très très difficile. Euh, ben, ce que j'ai essayé, enfin, ce qui s'est passé, en tout cas, dans l'écriture, c'est que il y a eu une suspension du jugement. Je ne voulais pas juger ces personnages, mais je voulais entrer en eux avec un regard sans jugement et un regard empathique, justement. Mm. Voilà. Mm. Dans le cas de Rosa, la mère qui va tout faire pour sauver son fils, personnage qui vous a habité longtemps, est-ce que vous la comprenez? Est-ce que vous comprenez Rosa? Euh, ce que j'ai essayé de faire, c'était d'essayer de la comprendre, en tout cas. Oui. Bien sûr, je la comprends. J'espère. J'ai essayé de la comprendre, j'ai essayé de la suivre. Il y a beaucoup de choses qui sont de moi en elle aussi. Donc, j'ai essayé de la comprendre. Alors après, ce qui se passe, c'est que ce personnage, il a existé tellement fort en moi, tellement fort, il y a un moment où elle m'a échappé. Et par exemple, vous voyez la fin qu'on ne révélera pas. C'est toujours un peu compliqué de parler de ce roman sans parler de la fin. Mais vous Absolument. voyez, il y a eu quand même un moment où j'ai eu la sensation physique très clairement que c'était elle qui choisissait. Vous voyez, il y a un moment où elle a existé sans moi, en fait. Mm. Vous avez écrit pour le cinéma aussi, hein? Vous êtes scénariste, à moins que je ne m'abuse, c'est vrai? Oui, j'ai Ouais. travaillé pour le Et cinéma. alors, Ouais. donc, vous avez donc écrit des scénarios par le passé. Avez-vous déjà été autant habité par d'autres personnages alors que vous écriviez ou c'était la première fois? Ah non, non, Et non, pourquoi c'est jamais. différent selon vous? Euh, D'abord, l'écriture scénaristique et l'écriture d'un livre, ça n'a juste rien à voir. C'est vraiment complètement différent. Ah oui. Oui, c'est vraiment pas du tout la même chose. Hein. Quand on écrit un scénario, enfin, il y a des scénarios qui sont écrits de façon assez littéraire, mais c'est pas l'objectif d'un scénario. Là, le scénario, c'est un objet transitoire, hein, qui est destiné à être filmé, et puis après on le jette, quoi. Enfin bon, il y en a qui restent, mais donc on travaille pas déjà avec. On utilise les mots, mais disons que ça va pas être ça qui va créer une expressivité. Donc déjà, et puis là, c'est lié au fait que bah, dans cette écriture, j'étais en jeu moi, en fait. J'étais Mm. en jeu moi. Donc voilà. C'est, j'essayais de me comprendre moi avant tout. Ouais. Pensez-vous avoir réussi? Votre livre vous a-t-il aidé à vous comprendre? Euh... Ça c'est compliqué. Euh... Manifestement, la Caroline d'il y a 10 ans n'est pas la même qu'aujourd'hui. Ça, je comprends qu'il y a eu cette évolution Alors aussi que la vie oui, apporte. oui. Alors ça c'est vrai. Alors il s'est passé un truc. Alors oui, quand même assez hallucinant parce que quand j'ai commencé le livre, bah donc j'avais à peu près 30. Quand j'ai terminé le livre, 43 ans, j'avais Mhm. atteint l'âge de mon personnage. C'est quand même assez remarquable. C'est-à-dire que j'ai Et écrit donc, vous aviez jusqu'à l'âge du atteindre. Christ quand vous l'avez commencé aussi. Alors, tout est dans tout. Ah,
Oui, alors ça, je me serais pas permise de le dire, mais en tout cas, c'est vrai que ça, c'était assez impressionnant. C'est-à-dire que peut-être j'avais aussi besoin de cette maturité-là pour la Mmh. comprendre. Et pendant l'écriture, je suis devenue maman aussi. Et donc ça, c'était assez bouleversant. C'est-à-dire que ça m'a permis aussi enfin, clairement, il y a eu un avant et un après. Enfin, je veux dire, Oui. voilà, voilà. Donc, oui, quand même, oui, quand même, j'ai éclairé beaucoup de choses. J'ai éclairé beaucoup de choses Ouais, en sans doute la écrivant. maternité vous a donné un autre point de vue justement sur Ah Rosa, oui, sur sa relation avec oui, Lino, sur enfin comment elle le complètement. défend bec et ongles. Ah oui, oui, ah oui, vraiment, je peux le dire vraiment, oui. Mmh. Même si, vous voyez, je pense que parce que c'est quand même intéressant, c'est qu'au début, j'avais quand même un point de vue de fille sur une mère. Vous Mmh. voyez? C'est-à-dire que c'était vraiment le personnage de la mère qui en tant que femme voilà. Et le point de vue, c'est approfondi, oui, avec la maternité, en tout cas, Mmh. différemment. Il nous Mmh. reste quelques minutes. Je rappelle aux gens qui nous écoutent, que ce soit par YouTube, que ce soit par Facebook, n'hésitez pas à nous poser des questions. Vous pouvez les poser dans les champs commentaires là, de ces différentes plateformes. Et puis, si jamais il y a quelques questions d'ici la fin, elles vont m'être relayées. Et puis, je tenterai de les poser. On est avec Caroline Dorcafenec, invitée de la France de ce 43e Salon du Livre jusqu'à 10 heures. Heure du Québec, bien sûr. C'était votre premier roman, on l'a dit. Justement, puis hier, on s'est rencontrés, Caroline, vous, moi, Paul Cavzac aussi, dans le cadre de cette remise du prix du premier roman qui était décerné par l'UNEC, l'Union des écrivains et des écrivaines du Québec. Et puis, on a parlé, entre autres, de la réaction des gens, justement, à ce roman. J'ai demandé, entre autres choses, bon, comment vous vous êtes senti lorsque vous avez tenu ce roman dans les mains pour la première fois. C'est un objet, tout ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et ce que vous m'avez dit, si je me rappelle bien, c'est que ce qui vous a le plus surpris, c'était la réaction du public, justement, le retour du public. Alors, comment ça vous a marqué, justement, de recevoir les commentaires des gens qui avaient lu, justement, votre prose et puis peut-être des gens que ça a inspiré ou des gens que c'est venu toucher? Oui, bah, disons que quand on écrit, on est très seul, quoi. Donc Oui. voilà, et donc on sait pas comment le livre va être reçu. Et oui, ça m'a touchée que des personnes me témoignent pas de leur émotion. J'ai eu beaucoup de témoignages d'émotions et tout à coup je me dis bah voilà, enfin moi je sais que la littérature m'a beaucoup aidé, m'aide encore, hein, me sentir moins seule, c'est-à-dire à me connecter aux autres, à me connecter au monde. Et voilà. Donc oui, c'était touchant de recevoir les. Une grande lectrice, qu'est-ce qui vous inspire? Quels auteurs aimez-vous particulièrement? Alors, je suis très éclectique, hein, mais pour Rosa, j'ai beaucoup relu les grandes tragédies grecques. Enfin, j'ai beaucoup lu Sophocle. Hmm. J'aime beaucoup les dramaturges. Bon, les grands dramaturges. Et j'aime beaucoup, bon, dans un dans un monde plus contemporain de nous, même s'il est mort, j'aime beaucoup un auteur comme Hubert Selby Jr., qui est un auteur qui est très puissant et qui a beaucoup écrit aussi des descentes aux enfers qui m'ont énormément impressionnée. Hmm. Voilà. Oui. Donc les tragédies, justement. Shakespeare aussi? Oui, bien sûr. Mhm. Évidemment, c'est le maître absolu. Ouais. Une question du public. Alors, je remercie le public de nous poser des questions. N'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes. Je vais remontrer, en fait, moi, ma page couverture avec ce petit bandeau. Là, on voit des méduses. Et je vais même lire le petit texte là, qui est en quatrième de couverture. Elles étaient au nombre de 12 méduses qui plongèrent parmi les bulles éclairées au néon dans l'aquarium, leurs tentacules flottant comme des fourreaux de fantômes. La question du public, donc, pourquoi des méduses? Qu'est-ce qu'elles représentent? Alors, dans le livre, alors pour rappeler, c'est vrai que Rosa et Lino ont l'ambition de créer un hôtel, bon, un hôtel quand même plutôt modeste, un hôtel Mhm. 3 étoiles, et dans lequel Lino rêve de créer, de monter un grand aquarium avec des méduses, parce que lui, il fait de la plongée, hein, voilà, c'est un grand plongeur, un grand. Et alors, ces méduses me semblaient faire complètement écho, enfin, à ce qu'il est lui. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'attraction, répulsion déjà de cet animal, qui est un animal absolument magnifique à observer, mais dès qu'on s'en approche, bien évidemment, il y a un danger imminent qui nous Hmm. guette. Donc c'était déjà un écho à ce qu'est le personnage du fils, hein, de Lino.
Et bien sûr, il y a tout cet arrière-plan mythologique, hein, qui est que bien sûr, si on regarde de trop près, si on regarde tout simplement cette méduse, elle nous pétrifie. Hein. Oui. Donc évidemment, ça faisait complètement écho euh, avec ce qu'est le personnage du fils, hein, de Lino. Et donc effectivement, la mère à la fin, avec cette maladie qui se développe d'ailleurs, sera elle-même pétrifiée. Ah oui, ouais, je comprends. Mm. On parlait Mm. d'écriture scénaristique un petit peu plus tôt. Bon, vous avez dit, un roman, ça n'a absolument rien à voir, mais est-ce que Mm. vous seriez, par exemple, prête à envisager d'en faire un scénario de film? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait ou non, les romans, ce sont les romans, les scénarios, ce sont des scénarios? Alors, c'est vrai que pour ce livre, j'ai eu beaucoup d'influences cinématographiques. Le cinéma, pour moi, compte autant que la littérature. Hein. Mhm. Donc, j'ai comme ça des grands personnages cinématographiques qui ont nourri aussi mon personnage de Rosa. Hein. Il y Oui. a par exemple Mama Roma, voilà, Mama Roma de Pasolini est un de mes films préférés au monde, m'a énormément nourri. Ou par exemple Gloria de Cassavetes, qui est comme ça une femme très forte qui affronte le monde comme ça avec sa féminité, avec ce qu'elle est. Donc il y a des grands personnages comme ça. Puis d'autres films, les films de Lodge Kerrigan que j'admire profondément, qui est un peu moins comique, qui est un cinéaste un peu moins comique, qui a énormément nourri mon écriture. Donc c'est un livre, je pense, très difficile à adapter, alors que on pourrait avoir l'impression qu'il est facile à adapter parce Oui, que il y a c'est quand même, l'impression que oui, j'avais, mais oui, je serais curieux de oui, savoir pourquoi pas. alors, parce que comme ça, il y a une trame, c'est extrêmement visuel. Je passe beaucoup par les images pour décrire l'intériorité de mon personnage, c'est un livre qui décrit justement beaucoup l'intériorité du personnage. Donc et qui a aussi, qui n'est pas un livre naturaliste, qui est aussi un livre qui joue sur justement des symboles, une mythologie, etc. Donc à rendre, je pense qu'on se tromperait si on faisait Hmm. un film, par exemple, complètement naturaliste de ce livre. Donc, enfin, en tout cas, moi, je vois les choses comme ça. Je pense que c'est beaucoup plus stylisé en fait. Et donc, je pense que c'est pas. Alors après, on m'a proposé. J'ai refusé quelques fois. C'était d'abord trop tôt pour moi de le laisser s'échapper dans la nature. Donc, on verra. Je suis Hmm. pas contre, bien sûr, mais on verra. Est-ce que vous travaillez à d'autres romans maintenant que le premier a été si bien reçu, même que vous avez, c'est endossé par Amélie Nothomb, là, ici, Terrible et addictif, c'est quand même une belle fleur. Est-ce que ça vous pousse à écrire d'autres romans? Alors oui, alors j'ai un second roman qui est bien avancé déjà. Oui. Mm. Et puis, est-ce qu'on peut savoir de quoi ça parle? Une petite idée? Est-ce que vous êtes dans le même style ou vous êtes complètement ailleurs? Non, il est très différent. Ah oui? Il est très différent. Il est bon. Je veux pas en dévoiler trop, mais Pas de problème. je m'inspire de conversations téléphoniques que j'ai eues avec mon père et sans voilà. Hmm. Mais il est différent. Il est différent. Voilà. Hmm. Mais encore une fois, inspiré par votre famille, d'après ce que je comprends. Oui, ben, disons que oui, et puis inspiré par une question morale à nouveau en tension, qui est en Ah oui. tension pour moi. Voilà, Hmm. ce qui me donne l'impulsion d'aller essayer oui, de creuser une question morale qui me pose question. Hmm. Et puis, dernière question en terminant, on vous avait dit que bon, vous étiez devenu mère durant l'écriture de Rosa Dolorosa, et je sais qu'à peu près en même temps, là, bon, ça a été repoussé à cause de la COVID, me disiez-vous, avant qu'on entre en ondes, mais vous avez aussi écrit pour la jeunesse. Mm. D'où vous est venue cette idée aussi de faire un livre jeunesse, et puis est-ce que c'est quelque chose que vous allez refaire aussi? Ah oui, bon bah là c'est complètement lié à ma fille. Hein. De toute façon, c'est une histoire que j'ai écrite pour ma fille, que j'ai écrite pour ma fille, ma fille a 8 ans et demi maintenant, mais c'est une histoire que je lui racontais quand elle avait 5 ans. Donc oui, alors de relire tous ces albums jeunesse merveilleux avec elle et tous ces romans, etc., m'a donné envie d'écrire pour elle et pour la jeunesse. Hmm. C'est vrai que moi, il y a un roman qui m'a marqué quand j'étais petite et je pense qui m'a ouvert un champ de la littérature. C'était Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Je suis vraiment j'adore Roald. Et c'est Ah vrai oui. que bon, j'ai cette espèce de, voilà, et de les relire avec ma fille, etc. C'est vrai que c'est tellement merveilleux, c'est tellement magnifique que c'est vrai que ça m'a donné envie. Mais ça, c'est vrai que c'est complètement lié à ma fille. Et oui, j'ai d'autres projets jeunesse. J'ai d'autres projets jeunesse, oui. Donc, ça veut dire beaucoup de projets. Il est donc beaucoup plus susceptible qu'on ait la chance de vous réinviter
en personne au Salon du livre de l'Outaouais dans quelques années ou peut-être même bien avant, qui sait. On pourra vous inviter pour un autre roman ou un autre livre jeunesse. Croise Oui, les je doigts. vois que vous croisez les doigts. Ben, moi aussi, justement, on espère vous rencontrer en personne. Caroline Dorca-Fenech, Merci. encore une fois, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle Merci fin beaucoup, Hugues. d'après-midi, une bonne continuité pour votre premier roman, Rosa Dolorosa, qui est publié aux éditions de La Martinière, et puis bien sûr pour votre livre jeunesse plutôt, et puis ensuite pour toutes les publications qui suivront. Merci aussi au public d'avoir été des nôtres. Merci de votre question. Pour ceux qui veulent rester des nôtres, il y a un entretien qui débute à 10h15. C'est Julie Huard, mon ami Julie Huard, qui va rencontrer l'auteur Michel Jean. C'est à 10h15. Et puis, bien sûr, il y a encore plein d'autres animations au Salon du livre de l'Outaouais, 43e édition, qui va se conclure, et c'est spécial, qui va se conclure demain, en fait. Donc, n'hésitez pas, profitez-en. Et puis, pour ma part, c'est tout pour cette année. Puis, j'espère vous revoir en personne l'an prochain au Salon du livre. Merci. Au revoir.